Voilà, nous voudrions vous présenter ici donc un dispositif pour enfants autistes, de jeunes enfants, donc de 3, 4, 5 ans. Bon, on en a 7 ans, mais il déclare un petit peu là, dans notre dispositif, donc, qui a été institué dans le cadre d'un CMPP, donc, ce qui est assez particulier. Bon, moi je suis Michel Joyot, donc je suis psychiatre consultant et psychothérapeute sur le CMPP donc, depuis un certain nombre d'années. Et je suis là depuis un peu la naissance de ce projet. C'est la 3e année que le dispositif fonctionne, avec déjà une nouvelle génération quand même donc d'enfants, donc qui sont restés relativement peu de temps, donc sur 2 ans sur le dispositif. Voilà. Bon, moi antérieurement, c'est une population qui m'est pas inconnue. J'ai travaillé à la fois dans des hôpitaux psychiatriques. Quand même, enfants et adolescents autistes. J'ai travaillé beaucoup en IME avec ce type de population. Je travaillais avec des adultes aussi autistes, dans le cadre de foyers d'accueil médicalisé, et en unité mère-bébé, ce qui n'est peut-être pas rien non plus, peut-être dans une certaine manière qu'on peut avoir quand même de l'approche de ce type d'enfant et du travail lui-même. Voilà. Alors, il n'est pas simple de présenter ce dispositif. Moi, ça fait plusieurs fois que je le présente. C'est comme si à chaque fois, il fallait se réinterroger sur le sens du travail qu'on fait. Et sur ce qu'on fait là, et je crois que c'est en permanence quand même des interrogations là-dessus. Alors on le sait que la prise en charge des jeunes enfants présentant des troubles du spectre autistique, comme on dit actuellement, nous employons cette terminologie, voilà, elle est traversée par de nombreuses controverses, quand même parfois violentes, et c'est quand même pas toujours très simple, moi je trouve, de travailler dans ce domaine-là, et que des fois, on peut avoir aussi des doutes. Après tout, personne n'a forcément la vérité, quand même, par rapport à nous, ce qu'on met en place. Et on aurait tort, d'ailleurs, de ne pas s'informer et se poser régulièrement des questions. Alors, je ne sais pas s'il faut des murs blancs et rien dans la pièce, comme disait madame. Ça, j'en sais rien, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Voilà, en tout cas, se poser les questions du bien fondé de ce qu'on a entrepris. Alors, le projet du dispositif, ça s'appelle dispositif. On avait une collègue ce matin qui était en formation, on lui a demandé mais alors comment il s'appelle votre dispositif? Alors elle ne savait pas, et puis elle dit tiens, en réunion de parents, l'autre jour, il y a une mère qui est sortie, il est formidable le dispositif. Alors les autres collègues lui ont dit après tout, le dispo. Après tout, son nom c'est peut-être ça. Bon, le terme dispositif, c'est entendu comme l'institution d'un cadre qui est censé favoriser les changements, les transformations, et puis qui est assez souple, je pense aussi, dans son fonctionnement. En tout cas, la création elle est venue du constat de 2 choses. L'insuffisance qui était ressentie d'une part du côté de ce qu'on appelle l'inclusion scolaire, à savoir les jeunes qui sont, disons, autistes, pour faire court, qui sont quand même scolarisés, ou alors pas du tout scolarisés, ou alors très peu. Il y a trop des enfants, des fois, qui commencent leur entrée en petite section maternelle, et 2 mois après, ils sont plus qu'une demi-journée dans la semaine à l'école maternelle. Après, on demande une AVS, et quand l'AVS n'est pas là, ils sont chez eux, on les renvoie chez eux dès le matin, ce qui est quand même assez traumatisant, non seulement pour la famille, mais aussi pour l'enfant. Bon, on comprend que pour les écoles, ce soit quand même pas très simple, devant ces enfants qui ont quand même de graves troubles de la relation, parfois des problèmes de comportement qui peuvent les mettre en danger, quand même pour certains. Et aussi dans les questions d'apprentissage, effectivement, ça peut être quand même souvent déroutant. En tout cas, ils sont difficilement intégrables dans le cadre classique de l'école. Bon, côté CMPP, c'était aussi, moi je trouve de plus en plus, on en parlait ce matin, moi quand même, je dois suivre actuellement à peu près plus d'une douzaine d'enfants quand même autistes, qui, dans notre cadre, est quand même, je trouve, quand même assez important, et de plus en plus petits. Donc, ils sont pris en charge chez nous, et les prises en charge sont souvent assez positives, pour certains, et ça suffit. Et pour d'autres, on se dit quand même, c'est quand même insuffisant, parce que c'est quand même des temps très réduits où ils sont pris en charge sur notre CMPP. Donc, ce qui nous paraissait important, c'est d'offrir des temps suffisamment longs pour ces enfants, des temps qui s'inscrivent dans le quotidien. Moi, je suis quand même assez attaché à cette notion de quotidienneté, de pouvoir les inscrire vraiment dans du... Enfin, on reviendra tout à l'heure, dans du temps assez long de vie quotidienne. Voilà. Et en tout cas, dans un cadre qui va offrir des situations favorisant les rencontres et la transformation des liens intersubjectifs. Donc, nous les accueillons sur 3 demi-journées de 3 heures. On a 7 enfants qui sont âgés de 3 à 6 ans. Actuellement,
sur 7, il y en a 6 qui ont 3-4 ans. Enfin, donc la majorité de 3 ans, donc des petits. Il faut avoir quand même ça en tête aussi, que c'est des petits, d'âge maternel. Alors cette année, c'est exceptionnel, on a que des garçons. On l'a pas fait exprès, dans la génération antérieure, il y avait des filles. Ce qui faisait d'animation, et dans la dynamique du groupe, n'était pas inintéressante. On a moins ça cette année. Donc tous les enfants qu'il faut savoir qu'on accueille ont été diagnostiqués et ont même eu des bilans pour la plupart quand même hospitaliers. Ils sont suivis sur les... Alors tous, c'est important parce que tous ont des prises en charge individualisées. Que ce soit en psychothérapie, on peut dire psychanalytique, en psychomotricité, en orthophonie, voire pourquoi pas sur des petits groupes éducatifs. Et ce suivi, on le sent déjà, donc quand même cette prise en charge individuelle a été quand même importante. Quand on les voit arriver, il y a quand même certaines difficultés, on sent qu'ils sont pas disparus parce qu'elles sont encore là, mais des fois il y a un minimum de présence, il y a quand même peut-être un peu moins d'enfermement quand même dans leur monde, au moins pour certains. Et que ce travail va quand même se poursuivre parallèlement. Derrière le dispositif, mais parallèlement, ils continuent à avoir leur séance, soit le même jour, soit éventuellement d'autres jours. Et j'allais dire que pour les adultes, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les adultes qui sont sur les dispositifs, ils ne font pas que le dispositif. Et que tous, et même les stagiaires, en fait, sont aussi amenés à... il y a du psychodrame, il y a des consultes, il y a je ne sais pas quoi. Donc tous les autres ont un travail avec la population tout venant du CMPP. Et ça paraît quand même tout à fait important parce que un dispositif dans le CMPP, déjà, c'est pas en soi simple, et ça évite pas complètement, mais les risques quand même d'enfermement et de clivage, qui sont quand même tout à fait là quand on travaille dans un groupe. Bon, c'est pas rien parce que ça crée aussi des liens, je pense, entre adultes et pour le meilleur et parfois le pire peut-être. Voilà. Donc les lignes d'animation, donc les gens est constitué de différents professionnels, donc psychiatres, psychologues, éducateurs, psychopédagogues, stagiaires psychologues, ça pourrait éventuellement, c'est ce qui se passe actuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, je suis le vendredi après-midi sur le dispositif et je suis dans l'animation. C'est-à-dire je suis tout l'après-midi dans l'animation, donc je participe au goûter, je participe à la récré, je participe au temps informel, c'est essentiellement au temps informel. J'anime le groupe compte. Voilà, donc je suis là, et donc c'est quand même un certain rapport, d'ailleurs, à la hiérarchie, soit dit en passant, dans laquelle on travaille, et chacun est bien sûr différent dans sa formation, peut-être dans ses abords, mais voilà, on est tous ensemble, on travaille, je dirais, au même niveau, voilà, et on n'a pas à se préoccuper de juger ce que fait voilà, on est un petit peu dans autre chose. Alors, notre établissement, nous, on a la chance de disposer de beaucoup d'espace, et c'est sûr que ça nous a permis quand même d'avoir, pour le dispositif, une grande salle d'accueil, de vie, et avec la possibilité aussi de circuler sur d'autres salles pour les ateliers. Voilà, et on a même une petite cour, quand même, qui sert de cour de récré, c'est particulier, c'est un luxe, elle est, voilà, des fois encombrée, mais voilà. Bon, alors, ceci n'exonère pas, même si c'est grand, quand même des effets d'une structure qui va se situer quand même dans une temporalité et un certain projet sur ce qu'est classiquement un établissement de consultation, de cure ambulatoire, avec des rythmes bien différents. Les gens travaillent dans un bureau, nous on travaille sur un groupe, voilà. Et des fois, quand il y a des déplacements dans les couloirs ou un gamin qui pleure, c'est pas toujours, pour les collègues, toujours très agréable. Alors ce dispositif, nous l'avons inscrit dans le quotidien, donc avec des temps structurés et des temps plus informels qui ont aussi toute leur importance. Alors il y a des temps d'accueil, alors là c'est des choses assez classiques, avec chacun son petit porte-manteau, on a aussi des petites fenêtres avec leurs photos, ça met du temps, ça marche pas tout de suite, mais avec les photos ils en font des fois autre chose que ce qu'on voudrait, voilà, mais donc avec quand même à l'esprit qu'il y ait quand même un certain nombre de repères qu'ils acquièrent, donc c'est assez éducatif. Donc des temps de récréation, des temps de goûter autour de la table, avec le vendredi, entre autres, là on leur demande des petites responsabilités, c'est-à-dire que c'est eux qui vont peut-être mettre les assiettes, les couverts, tout ça, et puis pour avoir un gâteau, là on est assez contraignant, il faut demander.
Il faut demander, alors d'une manière ou d'une autre, alors on n'est quand même pas hyper rigide, on est quand même sympa, au début ça met du temps, il faut rester aussi autour de la table, et on emploie éventuellement quelques sigma-catons, voilà, gâteau, merci, enfin, donc on emploie comme ça des gestes macatons, et qui en soi, pour certains, ont vraiment permis que le son sorte, gâteau, enfin voilà, qui puisse l'entrer le geste, et l'entrer dans un certain langage, et on s'aperçoit que tous, la directrice a été... la dernière fois, comme ça on est quand même, on se rend compte qu'on travaille quand même, voilà, que tous les enfants quand même pouvaient quand même tous y finissent, et où c'est pas que, bon, soit dit en passant, on n'est pas dans le domaine du retard de la parole et du langage, on le voit bien, mais quand même dans une extrême difficulté pour eux à sortir quelque chose de leur bouche. On voyait bien comment, la dernière fois, puis dire gâteau, là c'était... voilà, et disons qu'en tout cas, tous, à un moment où... Enfin, il y a une chose sympa cette année, c'était pas le cas avant, ils sont pratiquement tous autour de la table, à pouvoir... voilà, pouvoir demander à s'installer, à ce que ce soit aussi un temps, on peut dire, convivial. Voilà. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas comme ça, parce qu'on a aussi un cas quand même qui est beaucoup plus compliqué, qui est quand même un jeune, lui, qui ne mange pas encore tout seul, qui a une espèce de grande bouche qu'il faut nourrir. Donc, pour situer aussi que ce ne sont pas des aspergères, que ce sont aussi des enfants qui ont quand même en grosse difficulté, et ça, faut le savoir, et peut-être que l'évolutivité, voilà, c'est peut-être pas toujours la même. Voilà. Donc j'en ai bon, avec donc des temps aussi d'ateliers à médiation, alors qui doivent s'adapter un peu à là où est l'enfant, qui sont des ateliers un peu qu'on invente, un peu dans ce qui peut paraître le mieux, alors qui se situent soit au grand groupe, soit en plus petits groupes, c'est-à-dire il doit être par 2 ou 3 dans certaines activités. Alors c'est assez classique, donc il y a un atelier enfantine autour des comptines à gestes, alors je dis par qui c'est animé parce que c'est une psychopédagogue, comme c'est sur la psychopédagogie aujourd'hui, voilà, qui est une psychopédagogue, et par exemple sur le groupe antérieur, sur 2 ans, on a quand même pu voir quand même les enfants qui au début étaient complètement éparpillés, incapables de se tenir, en fait, tout à fait en fin d'année, pouvoir tout à fait être dans une ronde et participer tout à fait tous ensemble à la ronde, ce qui est quand même... moi, je trouve toujours ça extraordinaire, peut-être pas tout le monde, mais enfin, quand on les a connus petits et qu'ils puissent être dans ce type de relation. Voilà. Après, c'est les ateliers... l'atelier conte que je mène. Le conte, c'est pas l'histoire en soi au départ. C'est pas l'histoire en soi au départ. Et moi, je t'avais beaucoup aimé un livre de la fille, je crois, c'était Tony Lenné, qui avait fait des livres pour les bébés, qui quand même s'inspire un petit peu de ça, où en fait, c'est aussi beaucoup la sensibilité au livre. Le livre, c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi manipuler, etc. Donc il y a aussi ça. Le rythme et vibration, donc c'est aussi quelque chose qui est autour de où tous les enfants partent. C'est d'ailleurs quand même tous les instruments de musique, voilà, et ils travaillent beaucoup donc autour du rythme, du rythme. Les jeux d'eau, art plastique, argile et innovation. Je dirais un petit mot. Notre directrice médicale nous culpabilise beaucoup sur le côté pédagogique des choses. Voilà, un atelier animé par une psychopédagogue cette année qui essaie de voir comment, effectivement, et d'autant qu'on a certains enfants où on sent qu'il y a quand même des capacités, quand même peut-être qui sont assez perceptibles, comment peut-être essayer de structurer quelque chose autour d'un travail sur les prérequis, mais peut-être qu'on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et alors aussi les temps informels, moi je connais bien, je travaille surtout là-dessus, alors qui sont l'occasion, et on crée des occasions, un moment fort, de communication, où on ne les laisse pas complètement dans leur coin, c'est-à-dire qu'on intervient, on joue, on initie, ou on reprend leur jeu. Moi j'aime bien un truc que disait Danon Boileau, là on s'introduit entre l'enfant et ce qui l'absorbe. Bon, tout cela est assez classique, avec ce qu'il en est de l'aménagement, donc de travail sur les repères, les continuités, discontinuités, les présences, absences. L'aménagement, alors tu en parleras peut-être un petit peu de la salle, qui est quand même un peu pas particulier, et on a quand même le luxe du luxe, et je crois que c'est quand même important, et moi ce qui m'avait toujours frappé partout où j'ai travaillé, c'est qu'il faut être suffisamment nombreux. Et là, on est quand même pratiquement du 1 pour 1, et c'est vrai que ça change tout. Et de manière simpliste, ça permet d'être à la fois en individuel et en groupe. Voilà. Donc d'avoir un petit peu ces 2 dimensions, et je crois que c'est tout à fait essentiel. Bon, alors après avoir parlé de l'infrastructure, on va tenter rapidement, alors ça va être du rapide, de présenter ce à partir de quoi on travaille. On pourrait dire un peu les présupposés, les lignes directrices, et Oury, enfin moi je préfère quand même pas mal à Oury, à ce qu'il appelle un peu la boîte à outils.
Alors, on peut se dire, alors là, je dis à dessein, qu'on peut se situer, constituer dans une démarche éducative et socialisante. Voilà. Ça, je le dis à dessein parce que c'est ça aussi, ça correspond à une certaine réalité, mais qui n'est pas sans effet thérapeutique. Étant entendu qu'on va, qu'on va aussi, ça va permettre aussi quand même, on l'aperçoit, la construction du soi dans la relation à l'autre. Alors, nous référons d'abord beaucoup à l'importance du jeu. C'est-à-dire, on passe beaucoup de temps à jouer. Je dirais, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Et je crois que c'est d'ailleurs Jacques Hochman qui disait dans son livre, pour travailler avec les enfants autistes, il faut savoir se laisser aller à jouer avec eux. Bon, ce qui se passe aussi en thérapie, soit dit en passant, aussi. Voilà, donc bien sûr, on peut se référer à Winnicott, là on ne va pas développer, mais aussi à d'autres choses, parce que quand on parle, moi je suis un peu furieux quand on parle que de méthodes à base, c'est qu'il n'y a quand même pas que les méthodes comportementalistes, et il y a aussi d'autres méthodes qui, sans se référer à la psychanalyse, existent aussi, quand même, sur d'autres techniques éducatives, avec tout de manière à bord. D'abord, et entre autres, par exemple, qui vont travailler, donc mettre l'accent quand même sur la dimension émotionnelle, et le partage des émotions, le partage de plaisir dans l'interaction ludique. Alors il y a les thérapies d'échange et de développement qui a été faites par Lelore et Barthélemy. Il y a le Flortaem de Stanley Crispan. En français, il y a un de ses bouquins, entre autres, L'esprit qui apprend, qui est quand même pas inintéressant. En sachant que souvent des thérapies par le jeu qui sont en individuel. Qui sont souvent dans des relations individuelles. Voilà. Et en sachant, je dirais que nous, on a quand même aussi à l'esprit qu'il faut savoir en être là où est l'enfant dans son développement. Bon, il a peut-être 4 ans, mais il n'en est pas forcément à 4 ans dans ses jeux. Et c'est la psychanalyste Anne Alvarez qui disait quand même qu'il faut suivre la bonne longueur d'onde du développement de l'enfant. Bon, on se réfère, en tout cas pour mon compte, beaucoup aux travaux de Stern et de Trevarten, qui vont dans le sens de l'autisme comme trouble de l'intersubjectivité primaire. Donc avec tout l'intérêt des abords à partir de la création de situations d'échange qui mettent en jeu les émotions, le plaisir, et avec toute l'importance de ce qu'on pourrait appeler la composante rythmique dans les échanges. Bon, on ne développera pas ici les travaux de Stern, depuis l'accordage affectif, ce qu'il appelait les moments vécus, et ce qui est un livre intéressant, on a un peu parlé, qui s'appelle Les formes de vitalité, où je trouve aussi qu'il serait un peu une espèce de contrepoint finalement aux formes autistiques que décrites par Tustine, qui sont plus des formes ouvertes. Les formes autistiques sont vraiment des formes d'enfermement. Bon, alors on connaît un peu les travaux aussi de Nadel, quand même sur l'imitation. Ça fait aussi partie des petites techniques qu'on voit. Bon, et Colville Trevarten disait entre autres que les enfants autistes ils trouvent attrayantes les réponses par imitation. Elles peuvent agir comme une passerelle vers un jeu en collaboration ou vers une communication et améliorer l'accès au langage de l'enfant. Et là, on s'amuse bien quand même, on fait aussi beaucoup de pantomime, de mime, de danse, de musique, c'est comme ça, assez animé, voilà, dans le groupe. Quand on lit, soit dit en passant, le dernier bouquin de Danon Boileau, quand même autour de l'autisme, je trouve qu'il décrit tout ça, d'ailleurs, très très bien. Voilà. Là, je vais passer sur la dimension cognitive, je vais en parler un petit peu, mais pour dire que la salle est organisée d'une certaine manière, que les prérequis ne sont pas absents et que les objets ne sont pas n'importe lesquels. Alors, l'autre point donc, de référence, c'est la psychanalyse. La psychanalyse, alors, on ne fait pas de la psychanalyse, voilà, mais en quoi, disons, elle peut nous éclairer, voilà, elle permet une certaine lecture, et aussi peut-être être dans une certaine disposition, qui laisse place, en tout cas, j'allais presque dire, à l'expérimentation, à l'expression de l'enfant, dans son rapport à soi et à l'autre, dans la manière dont il va investir à la fois les autres, l'espace, etc. Et on va être quand même assez attentif aux différents registres, on pourrait dire d'inscription ou de reprise, de ce qui se situe dans la rencontre avec l'autre. Soit dit en passant, je n'en ai pas beaucoup parlé, c'est pareil, c'est pas de la thérapie de groupe, c'est pas du groupe thérapeutique, c'est pas ça, mais il y a quand même une dynamique de groupe, il y a quand même des effets de groupe, on ne va pas les développer ici, mais j'allais dire qui forcément apparaissent et auxquels on peut être sensible. Bon, alors dans le tableau des psychanalytiques, trop que moi je réfère beaucoup aux travaux de Geneviève Vague, en ce qui concerne le développement psycho-affectif de l'enfant, ce qu'elle appelle la construction du moi corporel, s'appuyant sur le jeu pulsionnel, tout ce qui en est théâtre de la bouche, théâtre des mains, l'émergence du regard et la constitution d'un arrière-fond de ce qu'appelle les boucles d'aller-retour. Et je dirais que quotidiennement, on voit que ce qu'elle raconte, c'est pas complètement des bêtises et qu'on retrouve quand même beaucoup de choses là-dedans.
Voilà, donc les boucles d'aller-retour dans la rencontre de l'autre, l'intégration des deux moitiés du corps, du haut, du bas, tout ce qui concerne un peu ce qu'on appelle la sphinctérisation. Donc avec toute une attention au mouvement dans l'espace, aux éprouvés corporels, parce qu'on est quand même vraiment, avec eux on est quand même beaucoup dans cet ordre-là, et dans ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je reprends aux différents registres d'inscription, avec l'intérêt de la présence du groupe d'enfants et d'adultes. Donc on se situe avec ces enfants-là quand même à des niveaux très élémentaires. Ça faut quand même le savoir, quand même très archaïque du développement, au niveau un peu de, je crois que c'est Strauss qui dit ça, de ce qu'on appelle le se sentir, se mouvoir. Parce qu'il y en est de l'ancrage ou de l'inscription corporelle de l'esprit. Là, je reprends des grands auteurs, enfin, on travaille un peu là-dessus, à la mise en place des signifiants formels, ce qu'on appelle les proto-représentations. Voilà, avec quand même une attention, que c'est des enfants qui souffrent, qui sont quand même traversés par des angoisses, qui sont quand même tout à fait perceptibles, d'arrachage, de chute, de liquéfaction, de séparation, voilà, et avec quand même toujours des processus en cours un petit peu de démantèlement ou de repli. Voilà. On n'oubliera pas, moi je trouve que, entre autres, ceux qui connaissent un peu les travaux de Marie-Christine Lasnik, quand même un petit peu qui rejoignent un petit peu finalement, enfin il y a des textes récents, un peu ce qu'on dit du défaut de l'intersubjectif primaire, c'est ce qu'elle appelle le troisième temps de la pulsion, qui est, comme elle dit, le moment où le petit bébé, là, il a tété, il tète son pouce, et puis l'autre, c'est quand il tend son petit pied à faire bouffer par l'adulte, qui finalement a à voir avec quelque chose qui serait l'élan comme ça vers le laisser aller ou se laisser aller dans la relation à l'autre, qui est quand même un des problèmes, à mon avis, quand même fondamentaux dans l'autisme infantile. Ce qui constitue un peu malgré tout l'outil fondamental, c'est quand même la référence à la psychothérapie institutionnelle, parce que c'est quand même ça qui englobe un petit peu le reste, en étant tout à fait modeste, on n'est pas quand même... je crois que Jean Houry lui-même, quand on lui demandait ce que c'était, il disait que ça n'existe pas. Là-dedans, c'est quand même l'importance accordée à la fonction d'accueil, à ce que je disais, donc à la quotidienneté, donc à la vie quotidienne, à l'ambiance, avec quand même des facteurs d'ambiance qui sont quand même importants, à la circulation, donc au travers d'espaces différenciés, on n'est pas dans cette pièce-là, on bouge, on passe d'un endroit à l'autre, donc les médiations, dont on parlait tout à l'heure, et tout ce qui va favoriser ce qu'il appelle les rencontres. La rencontre avec les enfants, c'est vraiment, c'est pas bonjour, bonsoir, c'est vraiment ces temps forts, quand même de la rencontre avec l'enfant, au travers de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est-à-dire quand il y a un sourire, un regard, un sourire, dans un jeu de ballon, des choses comme ça. Si on a le temps, je ferai des petits exemples cliniques là-dessus. Voilà. Et puis aussi toute l'intention, je ne vais pas employer les termes de transfert, contre-transfert, ça peut être compliqué, mais tout ce qui est investissement, contre-investissement. Donc nous travaillons un peu en conclusion sur l'ouvert, au niveau de la naissance du regard et du sourire, au niveau de l'élan vers l'autre, la capacité de jouer, d'expérimenter, la naissance d'un plaisir d'être avec soi et avec les autres, de penser et représenter, contre ce qui est chez eux, les renonciations, les effondrements, qui sont toujours là en arrière-plan, et en ayant toujours à l'esprit que tous les enfants sont différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autisme infantile, mais qu'il y a des enfants qui ont des formes aussi quand même très différentes et des histoires très différentes. Voilà. Vu que j'ai pas le temps, si on a le temps, je donnerai des exemples. Donc effectivement, moi j'interviens en tant que psychopédagogue et nouvellement nommée en fait sur le CMPP. Et en fait, je rejoins l'équipe de ce qu'on appelle c'est comme ça qu'on les appelle, les permanents, c'est-à-dire ceux qui vont être présents sur toute la demi-journée. Parce qu'il y a des personnes qui interviennent ponctuellement pour un atelier. C'est le cas d'un psychologue scolaire, par exemple, qui anime un atelier terre à un moment donné le lundi matin. Donc il y a d'autres personnes, donc les psychologues, stagiaires psychologues, et donc moi en tant que psychopédagogue, qui suis présente sur 2 demi-journées, sur les 3. Donc voilà, c'est un peu nouveau donc je voulais vous parler un peu de cette place de psychopédagogue dans ce dispositif et de la psychopédagogie en général. Juste 2 mots sur mon parcours professionnel. Moi, il se trouve que je viens d'arriver. J'ai exercé en tant que rééducatrice au sein d'Arazed pendant 7 ans. Mais auparavant, j'étais titulaire d'un CAPSEIS, pour reprendre la terminologie que nous a décrite Daniel Calin, de option D. Donc, j'avais travaillé 3 ans dans un IME accueillant des adolescents déficients mentaux. Et je pense que c'est un peu cette double casquette aussi qui a peut-être retenu ma candidature pour ce poste-là. En fait. Donc après un peu moins de 3 mois de participation à ce dispositif, l'idée c'était de vous faire juste un état des lieux, parce qu'on en est vraiment
enfin pour ma part en tout cas, par rapport à l'attente qu'on avait vis-à-vis de moi au niveau de la psychopédagogie, et donc de cet atelier qu'on a mis en place, on en est pour l'instant à un stade expérimental, on en est à essayer des choses. Alors, d'abord, un mot sur la salle. La salle, en fait, ressemble beaucoup à une classe de maternelle. C'est-à-dire qu'il y a une table avec des petites chaises, il y a un tableau, il y a un coin dinette, il y a un coin Lego, il y a un coin d'eau, un coin bibliothèque. Enfin, c'est vraiment comme une classe de maternelle. Et c'est aussi pas si éloigné qu'une salle de rééducation de réseau d'aide, en fait, avec le miroir, des gros ballons. Donc, c'est amusant parce que finalement, je retrouvais des choses comme ça. Et donc, la psychopédagogie, déjà, elle est présente. L'idée, c'est que, si même ce qui est recherché en priorité avec ces enfants, dont la difficulté concerne donc les interactions, la relation, donc ce qui est recherché avec ces enfants en priorité, c'est l'échange, le partage d'émotions, l'expression des sentiments, les interactions, plus que l'acquisition de savoir ou d'habiletés particulières. On est vraiment, c'est flagrant qu'on recherche ça d'abord. En même temps, cette salle, de par sa composition, elle favorise les apprentissages que l'on fait en cycle 1, en maternelle. Donc en soi, déjà, c'est un lieu qui est propice aux apprentissages, notamment au niveau du langage. Les enfants sont baignés dans un bain de langage, c'est-à-dire que tous les adultes verbalisent énormément, un peu comme on peut faire avec des bébés. C'est intéressant de voir que, voilà, c'est ça, on verbalise beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Ah bah tiens, là, tu es en train de prendre cette poupée. Enfin bon, donc on voit que finalement, même si l'objectif il peut être à la fois thérapeutique, il est aussi pédagogique, dans le sens où, voilà, ce bain de langage, il y a également des expériences de motricité fine, de graphisme, de discrimination visuelle, encore une fois, des apprentissages de cycle 1. Voilà. Donc durant ces demi-journées, l'enfant alterne entre des ateliers proposés spécifiques, tels que l'atelier terre, l'atelier enfantine dont parlait Dr Joyaux. C'est donc animé par une psychopédagogue qui est une autre personne qui intervient que pour cet atelier. Donc qui consiste à faire des rondes, des chansons, et qui est effectivement très, très riche. Et donc l'enfant alterne entre ces ateliers et des temps plus informels où l'enfant navigue dans la salle d'un coin à un autre, d'un adulte à un autre. Enfin, ça a été dit, et c'est au gré de sa volonté, sans être... là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où, contrairement à l'école maternelle, où là c'est sans contrainte, c'est vraiment les adultes qui suivent les enfants, quoi, là où ils vont, et qui vont à la fois verbaliser, mais parfois aussi s'immiscer. Si un enfant s'enferme dans quelque chose, qui vont essayer de créer quelque chose qui va peut-être le sortir de ça. Enfin, ça me fait penser un peu en rééducation, quand on parle de l'effet de surprise, par rapport à un enfant qui répète toujours le même jeu, c'est comment on peut introduire de la surprise dans la répétition. Donc encore une fois, je trouve que la place du psychopédagogue ou du rééducateur, elle peut trouver à exister dans cet endroit avec ses enfants. Voilà, donc, mais ce qui se passe, donc au-delà de ce fonctionnement comme ça dans cette salle, il s'est posé la question avec mon arrivée de la mise en place d'ateliers, d'ateliers de pédagogie avec la spécialiste des apprentissages. Je dis ça parce que c'est un peu ça. Quand on arrive, c'est un peu là, on attend de toi parce que on a vu qu'il savait un peu compter, on savait vu etc. Ok, on va essayer de mettre en place un atelier de pédagogie. Et alors c'est pas évident. Alors l'idée c'est que déjà ces enfants sont jeunes en fait. Ils sont 3 ans et demi, 4 ans. C'est niveau de maternelle, de petite section, de moyenne section. L'idée sous-jacente c'était d'aborder d'aborder certains apprentissages de façon peut-être un peu plus contrainte que ce qui n'était dans cette salle où on suivait les enfants et qu'on saisissait la balle au bon en faisant ça. Et d'aller dans un cadre un peu différent aussi, de sortir, justement d'aller dans une salle où peut-être il y a moins de sollicitations. Voilà, donc ce
qui a été mis en place pour l'instant, c'est qu'effectivement, c'est le lundi, donc il y a des enfants sont vus 2 par 2 avec 2 adultes. Donc on est du 1 pour 1, donc avec moi et puis une stagiaire psychologue ou une personne qui a été recrutée en tant qu'animateur dans ce dispositif. Et ce qui se passe pour l'instant, donc, c'est que c'est un adulte, un enfant. Alors pourquoi cette façon de faire? En fait, l'idée c'était justement comme ils sont petits, c'était peut-être un peu moins angoissant de les voir 2 par 2 que tout seul, parce que a priori on peut penser que j'aurais pu les recevoir tout seul dans une salle. Mais bon voilà, l'idée c'était de commencer comme ça, et puis de penser aussi qu'il pouvait y avoir un effet de mimétisme ou voir des interactions, puisque c'est quand même ce qu'on recherche avant tout. Et voilà. Donc ce temps d'atelier dure 15 minutes, enfin c'est court. Et donc je leur propose à ce moment-là, enfin on leur propose à ce moment-là des choses qu'ils peuvent faire dans la salle du dispositif, qui sont des supports qu'on utilise toujours pareil avec des enfants de maternelle, des encastrements, du graphisme, un filage de perles, un coloriage, enfin c'est très varié. Et enfin voilà, encore une fois on en est à un stade où l'idée c'est d'évaluer un peu quels sont leurs rapports aux apprentissages et comment ils se comportent face à une situation où, un peu plus contraignante, c'est-à-dire on leur demande quelque chose, on leur adresse une consigne en fait finalement. Alors pour l'instant, ce qui se passe c'est que le mimétisme et les interactions entre les 2 enfants sont assez minimes. Et ce qu'on observe pour l'instant, c'est qu'il y a deux attitudes, c'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui cherchent à fuir la situation, c'est-à-dire qui ne vont pas vouloir rester assis, qui ne vont pas vouloir faire ce que je leur demande de faire, enfin, donc ils vont se glisser, qui vont aller vers autre chose dans la salle, etc. Et puis il y a d'autres enfants qui semblent arriver à se concentrer un petit peu plus, qui vont sembler profiter un petit peu plus de ce temps-là, de cet espace plus petit, qui sont peut-être plus contenants et qui vont passer un temps un petit peu plus long près de l'adulte, même s'ils ne vont pas forcément répondre à la consigne qui est demandée au départ, mais en tout cas qui vont en faire quelque chose. Parfois, enfin, ça rejoint ce dont je voulais parler sur les livres. Enfin, l'usage n'est pas toujours celui qu'on avait prévu au départ, mais à nous d'en tirer quelque chose. Alors, ce que je voulais dire, c'était que par rapport à ces enfants fuyants, dernièrement, il s'est passé quelque chose qui n'avait pas été décidé, prévu à l'avance, mais qui était de les contraindre un peu plus. J'emploie le mot contraindre à dessein, c'est-à-dire que c'était pas forcément dans une intention enfin, si, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de ça sera peut-être contenant, mais c'était aussi, maintenant, enfin, l'idée d'avoir envie un peu de catalyser, d'arrêter cet enfant. Donc l'idée c'était de le garder près de soi en l'encadrant sur la table, et voilà. Et donc, pour ma part, lorsque j'ai été amenée à faire ça, j'étais partagée entre le sentiment de faire fausse route en me disant là je suis dans quelque chose qui est du forçage, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, il va faire une crise ou ça va mal se passer, et l'intuition que peut-être il avait besoin de ça. C'était assez partagé comme sentiment sur le moment, j'étais pas forcément à l'aise, mais ce qui s'est passé dans le cas de ces 2 enfants, ça concerne 2 enfants, c'est qu'ils se sont apaisés, en fait, à ma surprise. C'est-à-dire que je croyais même pas vraiment à ce qui s'apaise, et puis finalement ils se sont apaisés, et encore une fois, même s'ils n'ont pas forcément répondu à la consigne, il s'est passé quelque chose, un temps où l'enfant était là et est resté pendant 5-10 minutes, et puis il y a eu un échange. Bon, voilà, donc je ne veux pas dire par là j'en conclus qu'il faut absolument les contraindre, etc., mais parce que j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, c'est un stade un peu expérimental où j'essaye des choses. Pour l'instant, ils sont 2, mais je ne sais pas si dans quelques mois, ça sera comme ça. Enfin, mais pour conclure, je pense que quand même que pour ces enfants, compte tenu de leur pathologie, mais aussi de leur jeune âge, je pense qu'ils sont accessibles aux apprentissages, surtout de façon indirecte, au travers de cette salle du dispositif.
avec l'idée qu'on les accompagne et qu'on saisit la balle au bon et qu'on intervient, etc. Je pense que ça correspond quand même plus à leur âge aussi, et puis à leur pathologie, mais qu'en même temps, ce temps d'atelier un petit peu plus contraint, etc., intéressant, quoi. Enfin, permet aussi de voir l'enfant dans un autre cadre, et que à partir du moment où la réaction de l'enfant, c'est pas insupportable pour l'enfant, je pense que c'est intéressant de voir un peu, et puis bon voilà. Maintenant c'est des enfants qui sont petits, quoi, donc c'est un début. Après, je pense que la forme de cet atelier, il pourra aussi changer avec l'âge, avec les enfants aussi qui seront reçus. Voilà. C'est une petite une clinique, mais en fait, elle pourrait être plus grande. Elle pourrait être plus grande, mais donc c'est un enfant, on va l'appeler Paul, hein, donc, dont j'avais parlé d'ailleurs au séminaire de Garcia Fons. Et là, c'est encore des nouveautés cette année, qui est là, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est, appelons-le, bon, moi je vais l'appeler Paul, hein. Bon, c'est un enfant, quand on l'a connu, qui était quand même dans ses autismes, qui regardait pas, qui parlait pas, qui était complètement pris dans ses activités quand même répétitives, hein, c'est-à-dire quand il rentrait dans la salle, boum, il fonçait directement dans un petit coin, hein, où il y avait généralement soit des cubes, soit des trucs, et il passait son temps à aligner les cubes. Alors d'ailleurs, ce qui était quand même pas inintéressant, c'est que des fois il avait bien repéré que les cubes faisaient puzzle, hein, voilà, mais ça durait pas longtemps, et rapidement il fallait qu'il réaligne tout, et puis avec enfin je vais pas vous mimer les choses, mais enfin il se crée des espèces de, enfin, voilà, des espèces de sensations visuelles avec tout ce qui sont les arêtes et les lignes, hein. Et donc c'est un enfant, d'ailleurs au départ un peu l'abord, bon, qui est suivi par ailleurs, hein, qu'on pouvait avoir, c'est se mettre à côté de lui. On se met à côté de lui et puis on essaie de déranger un peu ses alignements, hein. Et puis après, par exemple, il aligne les petits couverts. Moi, par exemple, je fais toc 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 avec une cuillère. Ah, et puis au bout d'un moment, quand même, ça finit par l'intéresser, finit par regarder, après une petite cuillère, et puis toc 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 toc, il fait la même chose. Enfin voilà. Donc c'est des petites choses comme ça au début, mais qui un petit peu amènent à la relation, hein. Et c'est bien que là, voilà. Et, bon là, si je vais peut-être reprendre quand même au début d'année, parce que peut-être, hein, mes interventions c'est un peu dans la continuité. Donc ce jeune qui restait complètement dans son coin, mais qui quand même déjà l'an dernier avait commencé à occuper beaucoup plus l'espace, avait commencé à lancer des petits regards, mais qui n'avait pas un regard encore qui se fixait complètement, enfin une espèce de regard, je sais pas comment le décrire, un peu transparent, enfin voilà. Là en début d'année, à notre étonnement, il était quand même ça très excité, et l'espace, il commençait à parcourir la salle à grandes enjambées. Voilà, enfin vraiment à des espèces d'immenses traversées comme ça de la salle, et avec des choses assez étonnantes. Ça c'était la première fois, la deuxième fois il fait ça, puis avec des espèces de mouvements dès qu'il arrivait contre le tableau. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un grand tableau, on a un grand tableau, tout un mur c'est un tableau, avec les craies disponibles, et donc c'est quand même, tous les enfants, un autre y vont quand même, hein. Voilà, et s'approchant du tableau, avec des espèces de mouvements, hop, contre le mur, il va vers l'avant et il repart en arrière. Il m'a même fait peur, moi j'ai cru qu'il allait se prendre le radiateur. Voilà, enfin des choses assez curieuses. Et bon, la fois d'après, il recommence ça, et alors, peut-être de manière idiote, il arrive contre le tableau, et du coup, je prends une craie et je dessine un personnage, enfin une espèce de personnage. Après, je m'en voulais un peu, parce que ça ressemblait à dans la rue, quand t'es flic, voilà. Et à mon étonnement, il regarde ça, hein, la mauvaise idée, et à mon étonnement, il prend une craie, il commence par faire partir 2 grands traits de ce personnage-là, hop, il repart, il revient, et au milieu de la tête, il fait un soleil. Il fait un soleil, et après il repart, et il fait quelque chose qui s'en va comme une espèce de grande spirale, mais ouverte, enfin horaire, et après il revient encore et met 2 petits yeux sur le soleil qu'il avait fait quand même, hein.
bon, quand on a fait les travaux de Geneviève, on avait quand même l'impression que ça a quand même quelque chose à voir avec un espèce d'organisateur, hein, quand même au niveau du corps. Hein, voilà. Donc déjà, c'est les effets d'un truc peut-être idiot que j'avais fait, mais on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il en a repris? Et spontanément, de prendre une craie et de dessiner, on s'aperçoit qu'il est quand même, soit dit en passant, dans les ronds fermés, hein, quand on voit l'évolution du dessin d'enfant, voilà, il en est actuellement quand même dessin des bouches de bonhomme. Hein. Bon, la fois d'après, bon, parallèlement, il se passe des tas de choses. Hein. J'écris lui, mais il est dans un groupe. Hein. Il se passe des tas de choses. Des fois, il joue un petit peu au ballon, enfin des choses comme ça. La fois d'après, avec les livres, hein, il prend un livre qui était un livre sur les mains. Hein, et là, il regarde son livre avec moi, et puis il prend le livre et il va le coller au tableau. Voilà, donc en bidimensionnel. Enfin, voilà. La fois d'après, là, il y a un enfant qui est en train de jouer au ballon, et puis lui, bon, il va aussi prendre un ballon, et puis moi, je t'ai dit la balle au bon. Bon, et du coup, on joue au ballon. Hein, on joue au ballon, on se le relance, et puis des fois il est bien, enfin c'est des ballons un peu adaptés qui sont pas mal. Hein, voilà, des fois c'est avec les mains, sans les mains, des fois avec la poitrine, enfin voilà. Donc tout un jeu, et avec entre autres le ballon qui vient coller contre moi, et un jeu qui va reproduire aussi avec une stagiaire, hein, ce même jeu. Hein. Voilà, et donc dans cette même après-midi, il y a tous les enfants qui sont avec les livres, parce qu'au début ils sont dans leur coin, mais après finalement on a des regroupements comme ça, voilà, ça les intéresse bien ce que font les autres, hein, et donc là ils étaient vraiment tous autour des livres. Alors il y en a un qui regarde effectivement le livre, il y en a un autre qui essaie de grimper carrément sur les livres, il y en a qui recherchent des livres un peu identiques pour les coller les uns contre les autres, et lui il avait pris un livre qui était d'ailleurs pas n'importe quel livre, c'était le livre de contes qu'on lisait à l'époque, hein, c'était l'histoire de 3 petites chouettes, hein, et entre autres dans l'histoire des 3 petites chouettes, on s'aperçoit que les chouettes ça réfléchit beaucoup. Hein, voilà, et donc il prend ce livre et expérimente un petit peu comme ça pour lui-même, c'est-à-dire il le met devant lui, voilà, non plus en verticale, mais en horizontale, comme une espèce de 3e dimension, et je le vois aller vers le tableau, voilà, donc comme s'il était, on voyait comment il était dans des éprouvés corporels. Alors on pouvait se dire qu'il y avait quand même un petit peu peut-être un lien entre quelque chose qui s'était joué dans la relation, hein, parce que quand il joue au ballon, ce jeune sans regard, il regarde maintenant. Il regarde, il sourit, il se marre. Hein. Ah, il est dans le jeu. Hein, et même récemment, il va même chercher presque les autres pour jouer avec lui. Quand on l'a connu, voilà. Bon, ce qui était quand même intéressant, c'est que c'était un espace qu'offraient différents modèles. C'est-à-dire qu'il avait joué quelque chose dans la relation, il le rejouait avec un objet livre, et il pouvait le rejouer aussi dans un autre type d'inscription. Enfin, moi, je trouve qu'on est tout à fait dans ce qu'on appelle un peu les proto-représentations, et comment va se constituer un petit peu la pensée, et je pense pour lui un petit peu des représentations dans sa tête, hein, parce que son truc avec ses bouquins, c'était comme ça tout à fait pensé. Hein. Enfin voilà, c'était un petit peu un cas clinique, je ne sais pas si c'est explicite, peut-être pas trop, parce qu'il faut situer ça vraiment dans un groupe avec d'autres enfants qui font plein de choses.